Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bonjour et bienvenue dans 7 sur 7. Nous sommes le lundi 21 avril et voici un nouvel épisode de l'info à ne pas manquer. Ces obligations d'État, c'est dans tous les États ce qui est considéré comme l'actif le plus sûr. Malgré la pause de 90 jours, le monde reste suspendu à la politique douanière de Donald Trump. Le président américain a-t-il un plan derrière ces menaces et pourquoi a-t-il réellement fait marche arrière ? Baptiste Lambert, journaliste de Trends Tendance, reçoit aujourd'hui Philippe Ledan, senior économiste chez ING Belgique. Selon lui, le trou d'air dans le marché obligataire américain ne pourrait être qu'un avant-goût si Donald Trump maintient ses droits de douane. Il commence en donnant son avis sur le plan du président américain. Z sur 7, l'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Je pense que ce serait une erreur de penser que tout est erratique et décidé intuitivement le matin. Je pense que fondamentalement, au moins dans son entourage, il y a probablement l'idée d'une certaine stratégie, ou en tout cas une direction dans laquelle on veut aller, une idée qu'on se fait de l'économie américaine et de ce qu'elle elle doit devenir. Qu'est-ce que ce serait ce plan alors, dans la tête de son administration ? Manifestement, il y a en tout cas l'idée d'une économie plus autonome, plus isolationniste. Il y a, effectivement, du coup, cette idée d'une réindustrialisation, ce qui est un peu plus bizarre, mais enfin, soit dans l'idée de l'isolationnisme, ça a du sens. Oui, parce qu'il faut de la main-d'œuvre pour travailler dans cette exactement. réindustrialisation. Donc, du coup, c'est un peu paradoxal par rapport à la politique migratoire, notamment. Mais bon, soit. Donc, c'est globalement cette idée d'une prospérité retrouvée de manière plus autonome. Alors, attention, je pense fondamentalement que si effectivement c'est ça la stratégie qui est pensée, elle est malgré tout bancale, parce que les États-Unis profitent beaucoup de leur statut d'économie dominante dans l'économie mondiale, de la position centrale du dollar et de la dette américaine. Et donc ça, c'est vraiment le côté un peu bancal. C'est un peu comme si dans cette stratégie, il y avait l'idée qu'on nie tous les avantages que l'on a à être la monnaie et de réserve, la monnaie centrale du système. Mais soit, je pense que il y a une stratégie, mais que l'implémentation de cette stratégie, s'il y en a une, elle est plus qu'erratique, elle est presque intuitive et parfois grotesque quand on voit le mode de calcul des tarifs douaniers tels qu'ils ont été annoncés le Liberation Day. Oui, c'est ça, mais lui explique donc qu'il veut mettre des barrières douanières sans doute pour baisser les taxes des Américains. Voilà, c'est en tout cas ce qu'il voit. Oui. Il y a aussi cette dévalorisation du dollar dont on parle, et là vous l'avez évoqué, c'est bizarre quand on est une valeur refuge, quand on est le centre, de vouloir baisser la valeur du dollar. Pourquoi est-ce qu'il fait ça selon vous ? Oui, encore une fois, l'idée, si on essaye de recouper toutes les pièces du puzzle, c'est effectivement que déprécier le dollar augmente la compétitivité de l'économie américaine et donc ça participe à corriger ce déficit de la balance commerciale. Alors, on ne peut pas nier qu'une monnaie dépréciée vous fait gagner en compétitivité. Après, si la raison pour laquelle le dollar se déprécie, comme on a pu le voir, est une certaine perte de confiance dans le statut de cette monnaie, je ne pense pas que ce soit des bonnes raisons pour lesquelles on pourrait voir le dollar se déprécier. Donc encore une fois, ça c'est le côté de nouveau un peu bancal de cette stratégie ou qui montre que tout ne se passe pas du tout comme prévu
par rapport à cette espèce de stratégie initiale, s'il y en a une. Oui, c'est ça. Mais donc là, vous évoquez les revirements de situation, les changements de décision, les retours en arrière de Donald Trump. Il y a eu cette fameuse date où il est passé donc de taxes, en tout cas pour l'Europe, de 20 à 10%. Beaucoup ont pointé le marché d'actions qui s'est écroulé de plus de 10% pour le Nasdaq, je pense, si je me souviens bien, à l'époque. D'autres ont plutôt regardé du côté du marché obligataire. Oui. Êtes-vous d'accord avec ça ? Mais quand on regarde le timing, c'est bien le marché obligataire qui a, dans le timing, provoqué cette pause de 90 jours. On va le dire comme ça, parce que rien n'est réglé, ça reste une situation qui est chaotique. On n'a pas véritablement une vraie marche arrière dans le sens où on ne va pas imposer des tarifs. Donc tout ça reste incertain, jette un froid sur l'économie mondiale, mais par rapport à une certaine inflexibilité, ce qui l'a fait fléchir ou faire un petit pas de côté, je vais dire, pas en arrière, c'est plutôt quand le marché obligataire a commencé à être touché et parallèlement le dollar, effectivement. Alors, bien entendu, si les marchés boursiers n'avaient pas dévissé avant, ça n'aurait peut-être pas été suffisant, mais dans le timing, c'est l'accumulation et au moment où le marché obligataire a commencé à être touché, ce qui est intéressant, puisque quand le marché obligataire et le dollar sont touchés, c'est bien ce pilier central qu'est le dollar et la dette américaine dans l'économie mondiale, c'est quand ça a été touché qu'il y a eu un pas de côté. Ça, on ne peut pas le nier. Oui, c'est ça. Mais les obligations du Trésor américain, ça représente, j'ai été retrouver le chiffre, c'est 27 000 milliards de dollars. Donc quand le taux à 10 ans prend 1%, comme ça s'est passé de 3,5% à 4,5%, la facture pour les États-Unis peut vite être très élevée. Et qu'est-ce qui a provoqué ça, outre la politique de Donald Trump ? Certains ont pointé les détenteurs de dette américaine chinois, d'autres évoquent les Japonais. Quel est votre avis là-dessus ? Probablement qu'il y a eu certaines ventes. Je pense que c'est une explication peut-être un peu trop limitée. D'accord. Encore une fois, il ne faut pas oublier que ça s'inscrit à un moment où les marchés boursiers ont dévissé et on sait que cela peut entraîner des mouvements, notamment de fonds d'investissement, de hedge funds qui utilisent la dette américaine comme collatéral pour des opérations. Et à un moment, si dans des marchés beaucoup plus volatiles, ou des marchés qui dévissent, vous avez besoin de liquidités, vous allez avoir tendance à vendre des actifs de ce type-là. Donc je pense qu'il y a eu peut-être, mais on n'en a pas la preuve, des ventes de certaines banques centrales qui détiennent de la dette américaine. J'aurais plutôt tendance à dire qu'ici, ce n'était que des vaguelettes sur le marché obligataire, et ces vaguelettes étaient probablement essentiellement liées à des ventes par des fonds d'investissement et des hedge funds. Mais je pense que le coup de semonce était suffisamment important que pour montrer que si dans une deuxième étape, il y avait réellement des ventes massives de titres détenus sous forme de réserve, notamment par des banques centrales, qu'à ce moment-là, on entrait dans une autre dimension. Donc, encore une fois, la tempête qu'on a vue sur le marché obligataire, moi, je dirais, ce n'était que des vaguelettes par rapport aux vagues que cela peut créer. Et j'ajouterais que c'est intéressant que ce marché obligataire ait fait faire un pas de côté, parce qu'on a eu des précédents. Rappelez-vous, vous ne rappelez pas, en 2022, Liz Truss, première ministre britannique, met un plan, un peu dans une espèce de chaos politique, mais un plan très généreux qui va entraîner la nécessité pour l'État britannique d'émettre beaucoup de nouvelles dettes. Et ça a créé des troubles sur le marché obligataire qui ont été amplifiés notamment par des ventes par les fonds de pension britanniques. Et ça l'a fait simplement, là c'était plus qu'un pas de côté, c'était un pas en arrière. Et ça lui a coûté sa place, etc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, le marché obligataire est évidemment très très important parce que, qu'on le veuille ou non, les États en ont besoin parce qu'ils dépensent plus qu'ils ne gagnent, donc ils sont dépendants. Certainement aux États-Unis aussi. Exactement. Et deux, c'est un marché d'une telle ampleur, mais il ne faut pas oublier qu'on touche ces obligations d'État, c'est dans tous les États ce qui est considéré comme l'actif le plus sûr. Donc c'est utilisé par des investisseurs
pour ce qu'ils considèrent être leur réserve, ce qu'ils ne veulent pas mettre à risque, ou c'est utilisé comme collatéral. Et donc, une fois que vous fragilisez l'actif le plus sûr dans le marché financier, forcément, ça peut créer beaucoup de dégâts. Et je pense que c'est ça qui, chaque fois, leur pousse à faire un pas de côté. Et alors, une troisième question, c'est que beaucoup voient dans cette crise avec les États-Unis une opportunité pour l'Europe, notamment de se rapprocher avec la Chine. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne idée ou ça comporte un certain nombre de risques ? Oui, il y a évidemment des risques. Alors, il faut regarder la faisabilité. Je veux dire, les États-Unis restent un énorme partenaire. Donc, je vais dire, c'est 20% des exportations extra-Union européenne, de l'Union européenne. C'est le premier partenaire commercial. En termes d'importation, c'est la Chine qui représente 20% de nos importations. Mais donc, les États-Unis, c'est un formidable marché d'exportation pour l'Union européenne et vous ne remplacez pas ça du jour au lendemain. Surtout que on voit souvent dans le grand public le commerce international comme un commerce de produits de consommation. Je vais au supermarché, je vais regarder quels sont les produits qui viennent des États-Unis ou de tel. La réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est que 25 ans de mondialisation ont fait que les étapes de production se font quelque part sur la planète et les marchandises au cours de leur production, vont bouger d'un continent à un autre. Et donc, vous avez une formidable spécialisation des usines, puisqu'on parle ici du commerce de biens, vous avez une formidable spécialisation des usines. Et donc, ces usines sont spécialisées parce qu'elles sont dans une étape bien particulière et que l'étape suivante est probablement aux États-Unis. Elle n'est donc pas nécessairement en Chine. Et donc, switcher d'un marché à un autre, c'est pas si facile que ça. Deuxième élément, si effectivement les États-Unis, si leur stratégie, on en revient, est plus isolationniste, ça veut dire que si nous avons envie de continuer à commercer, nous devons le faire avec d'autres marchés. Et forcément, les marchés asiatiques sont des marchés potentiels, mais encore faut-il voir qu'est-ce qu'on a à y faire. Le propre du commerce international, c'est d'avoir un accord gagnant-gagnant. Si d'un autre côté, l'objectif de la Chine est également de pouvoir profiter de ces échanges sur le dos de l'Europe, ça ne sert strictement à rien. Ne joue pas toujours avec les règles du jeu. Voilà, exactement. Donc, je pense que la première chose qu'il faudrait faire, si le monde, et encore une fois, c'est pas une volonté que je dis ici, c'est un constat. Si le monde a envie de se replier un peu plus sur lui-même, chacun a envie de se replier, à ce moment-là, la meilleure chose à faire, c'est peut-être d'abord de regarder notre marché. N'oublions quand même pas que le marché européen est le plus grand marché, est un formidable marché. Encore une fois, c'est pas si facile que ça de switcher, puisqu'il faut tout détricoter de la mondialisation et il faut repartir sur autre chose. Mais il faudrait peut-être d'abord savoir qu'est-ce que les autres ont envie de faire. Est-ce qu'on a encore envie dans ce monde d'aujourd'hui de commercer, ou est-ce qu'on a plus envie de chacun se regarder en chien de faïence? Voilà. Eh bien, je vous remercie en tout cas. Merci à vous. L'avenir est incertain pour les marchés économiques et la chute du marché obligataire et du dollar a pu avoir un impact sur les décisions du président américain. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain, comme d'habitude, pour votre tour de l'actualité des marchés économiques. Restez à l'écoute. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge. Parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.